Bonjour à tous et bienvenue sur Clapotis, la plateforme de podcast éducatif qui vous permet de préparer votre bac de français. Dans cette série consacrée à l'œuvre théâtrale de Nathalie Sarraute, Pour un oui ou pour un non, nous allons consacrer cet épisode à la progression dramatique, ce qui induit de s'intéresser à la structure de la pièce. Comprendre cette organisation propre à la pièce va nous permettre aussi de comprendre et de saisir toute la profondeur de cette œuvre. Alors, dans un premier temps, intéressons-nous à cette pièce que l'on pourrait qualifier de pièce concentrée, car centrée exclusivement sur une dispute. Pour un oui ou pour un non, met bien en évidence et met en scène une dispute entre deux amis, H1 et H2. Qu'est-ce que l'on remarque au premier abord ? Pas de décor, pas de contexte. On pourrait parler de dramaturgie minimaliste, et au contraire du théâtre classique, la pièce d'ailleurs n'est pas divisée en actes et en scènes. Il n'y a pas d'ellipse temporelle, on vit en direct la dispute en crescendo des deux amis, d'où d'ailleurs la brièveté de la pièce qui, à peu près, dure environ 45 minutes, et qui correspond, ou du moins est l'équivalence de la dispute des deux personnages. Pour autant, la temporalité de la pièce n'est pas linéaire au sens strict. Les nombreuses reprises, les répétitions, le retour de certains thèmes donnent plus l'impression d'une sorte de temporalité circulaire, voire cyclique. Le caractère obsessionnel et d'ailleurs lancinant de cette fameuse dispute en atteste. Et puis qu'est-ce qu'on pourrait aussi remarquer, c'est que la pièce se déroule en un seul lieu, chez H2. Ce qui est aussi frappant, c'est d'ailleurs l'absence de didascalie, que l'on parle des didascalies initiales ou celles qui parcourent l'ensemble de la pièce. En effet, on n'a aucune indication pour situer la pièce dans un cadre particulier, il n'y a pas de décor, et les seuls éléments qui sont indiqués sont une porte et une fenêtre. D'ailleurs, ces éléments sont les uniques indications pouvant symboliser l'ouverture vers l'extérieur, car en fait, quand on s'en rend compte, on assiste en fait ici à un véritable huis clos, au sens où on se trouve dans un espace fermé, dans lequel vont s'affronter des personnages isolés du monde extérieur. Petite parenthèse d'ailleurs, en parlant du huis clos, on peut très bien aussi penser à ce terme qui donnera en 1944 le titre à la fameuse pièce de Jean-Paul Sartre, pièce dans laquelle sont enfermés 3 personnages qui, après leur mort, ça peut paraître curieux, mais se torturent mutuellement. On a bien ici aussi un huis clos avec 2 personnages qui se disputent. Et puis en fait, à bien y regarder de près, on se rend compte que cette pièce, si l'on revient toujours à cette structure, cette progression dramatique, eh bien cette pièce suit un schéma narratif proche des contes. Vous savez, et vous le connaissez bien évidemment, quand on parle des contes, eh bien on va penser à la situation initiale, les péripéties, la résolution. Voyons donc ensemble, ici, en quoi on peut se référer au schéma narratif que vous connaissez bien depuis de longues années, pour l'avoir étudié notamment au collège. Un argument que vous pourriez développer dans une dissertation consisterait à montrer en quoi cette pièce, basée donc sur cette dispute, finalement s'organise et se structure tel un conte de fées. À bien y regarder de près, on se rend compte qu'il y a effectivement une situation initiale. Les 2 amis semblent inséparables, mais un danger plane, comme dans les contes, vous savez, où un héros est menacé. Ils se connaissent de longue date, mais un malaise est présent. Le silence entre eux a valeur d'interdit féerique, comme dans les contes, il ne peut être rompu, car la transgression serait la cause de tous les maux. Et l'élément perturbateur, eh bien, c'est cet interdit qui est rompu. Sinon, comme dans les contes, il n'y aurait pas d'intrigue. La fameuse remarque de H1, c'est bien ça, agit comme un sort qui déclenche la dispute. Et d'ailleurs, H2 est blessé par cette remarque, ce qui déclenche la fameuse dispute. Celle-ci éclate telle une boîte de Pandore où tous les mots MOTS et tous les mots MAUX s'y trouvaient. Ensuite, il y a les péripéties. Les voisins sont présentés comme des fées, des juges qui tentent de résoudre le conflit, mais qui échouent lamentablement. Ils essaient de comprendre la dispute, mais ils ne parviennent pas à la résoudre. Et puis, il y a la situation finale. Dans les contes, le schéma narratif se clôt par la résolution qui se dessine entre les personnages qui finissent par s'accorder sur le sujet. Mais là, Sarraute, on le voit bien, rompt avec ce schéma
Un mot suffit à revenir sur la situation initiale, soulignant d'ailleurs que la dispute ne trouve pas de résolution et que l'amitié est définitivement brisée. Pour preuve, H1 et H2, à la fin de cette pièce, se quittent en mauvais termes et la dispute est non résolue. Et puis, comme vous le savez, ces récits, donc les contes, et c'est le but aussi de montrer que cette pièce s'y apparente, ces récits, ces contes de fées ont très souvent une fonction qui est assez simple, celle de s'adresser à n'importe quel lecteur, avec une visée qui est des plus évidentes. Elle a une visée universelle. Là est l'ambition de Sarraute. Cette pièce s'adresse bien à tout le monde. Et pour faire en sorte que cette pièce s'adresse à tout un chacun, que fait-elle ? Elle met en place des personnages sans identité précise pour un message collectif, on pourrait dire comme ça. Les appellations H1 et H2 peuvent surprendre d'ailleurs au premier abord. On a vu dans un épisode précédent que cela correspond aussi à la visée d'une époque, celle du nouveau roman. Mais on peut se référer à cette idée que l'objectif d'un conte s'adresse à tout le monde, donc c'est normal que les personnages ne soient pas nommés ou n'aient pas d'âge défini. Cela permet à chacun de se reconnaître au gré des échanges des personnages. Et cette absence d'identité renforce l'idée que la pièce parle bien de mécanismes universels comme les malentendus, les tensions dans les relations humaines. Et puis un dernier point qui structure aussi et qui fait que on a cette progression dramatique, c'est le langage qui est au cœur de la pièce. Enfin, et toujours on va faire un rapprochement avec les contes, dans les contes, les paroles parviennent à dire les choses, à les résoudre. On a vu d'ailleurs que le langage est central dans la pièce. Mais ce qui nous frappe dans cette pièce, c'est que les paroles dans le conte, ici, disparaissent presque. Et ce qui nous frappe, c'est surtout ces fameux points de suspension qui rythment et structurent la pièce, et qui montrent l'importance des intonations et des non-dits. Et donc le langage, dans cette pièce, au lieu de résoudre les conflits comme dans les contes, les amplifie. Et on voit bien donc la différence quand même à établir entre contes et pièces propres à Sarraute. La pièce de Nathalie Sarraute montre bien, en effet, que les mots peuvent être à la fois une arme, mais aussi une source de malentendus. Et pour alimenter votre dissertation, vous pourriez exploiter cette citation. Les mots, une fois prononcés, ne peuvent être repris. Ils laissent des traces indélébiles. Comment l'exploiter cette phrase qui pourrait donc alimenter une sous-partie ? Eh bien, tout simplement, cette phrase, cette citation, illustre bien chez Nathalie Sarraute cette idée que les mots échangés laissent toujours des traces irréversibles. La progression dramatique, d'ailleurs, de la dispute montre que chaque parole prononcée contribue à creuser le fossé entre les deux amis. Et donc, cette citation, être utilisée pour montrer combien Sarraute tient à explorer les conséquences irréversibles de conflits verbaux. Et vous pourriez, à ce moment-là, dans votre dissertation, relier tout cela à la notion de tropisme que l'on avait évoquée dans un autre épisode. Bref, ce qu'il faut retenir ici, au regard de la progression dramatique, de la structure de la pièce, c'est qu'on a bien une structure qui est efficace de la part de Nathalie Sarraute. Un incident initial, l'escalade des tensions, le point de non-retour, la résolution, ou du moins l'absence de résolution, c'est ce qui fait aussi la singularité de cette pièce, montre bien que cette pièce de théâtre se termine sans véritable issue, laissant le spectateur finalement face à la complexité des relations humaines. Et on voit bien comment un incident anodin a pu dégénérer en un conflit irréversible. Et c'est ce que montre aussi Nathalie Sarraute dans sa pièce, qu'il est ô combien difficile, parfois, souvent, de surmonter des conflits entre personnes. On a donc vu ici comment la progression dramatique de la dispute est essentielle pour analyser cette pièce. Cette analyse chronologique permet d'en saisir les enjeux, de réfléchir aux mécanismes des conflits humains, et donc dans votre dissertation, n'hésitez pas à exploiter cet aspect-là pour enrichir votre démonstration. On vous dit donc, ou moi je vous dis à très vite sur Clapotis pour de nouveaux épisodes afin de vous permettre de saisir toute la finesse de cette pièce.